Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le maire adjoint, Mesdames, Messieurs, n'ayant pas de talent de conteur, ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter, mais plutôt vous présenter cette université d'été et la multiple variété des thèmes que nous allons aborder durant cette semaine. C'est d'abord un très grand honneur que vous me faites aujourd'hui de me confier la tâche d'assumer le rôle de modérateur de l'université d'été et je voudrais vous en remercier vivement. D'autant plus que je trouve particulièrement intéressant que l'on ait demandé à un architecte de jouer ce rôle, sans doute parce qu'il est, par sa profession, entre le tangible et l'intangible. C'est également une charge délicate lorsqu'un aussi prestigieux panel d'experts est réuni pour parler d'un si beau, d'un si vaste et si délicat sujet. Je ferai donc de mon mieux pour que nos débats soient riches d'enseignements et remercie chacun des spécialistes qui ont accepté de prendre sur leur temps pour venir nous apporter leur éclairage. Nous fêtons cette année les 25 ans d'existence de cette université d'été, vous l'avez souligné, messieurs, et je ne peux ouvrir le sujet que nous avons choisi de traiter sans évoquer la richesse patrimoniale intrinsèque que constitue cette suite de manifestations à travers la diversité des sujets abordés et leur remarquable complémentarité. Qu'il me soit également permis de louer l'esprit dans lequel cette université se déroule, qui consiste à rapprocher l'activité universitaire du grand public. La présence de dizaines d'étudiants dans cette salle me semble un heureux présage lorsqu'il s'agit de parler des liens qui unissent la mémoire dans le présent et pour l'avenir. Il serait ingrat d'ouvrir cette université d'été sans rendre hommage à toute l'équipe qui, année après année, avec compétence et enthousiasme, assure la continuité de cette œuvre à travers le temps. Je pense en particulier à Marc Jobet, directeur de l'innovation et de la recherche, et à sa collaboratrice, Maria Angels Roufs, qui veille aussi sur notre confort matériel. Je voudrais aussi vous remercier, vous tous, qui venez pour échanger avec nos intervenants, et vous inciter à participer activement à ces échanges. Tout sera fait pour faciliter cette communication, et je vous incite vivement à profiter de l'occasion qui nous est offerte pour dialoguer à travers le magnifique sujet que nous allons aborder. Une grande part de la réussite de cette manifestation repose sur notre capacité collective à confronter nos points de vue. Alors, de quoi allons-nous parler ? Il ne m'appartient pas de déflorer chacune des facettes du sujet que nous allons traiter cette année, bien entendu, mais juste de vous mettre en appétit pour vous tenir en haleine tout au long de cette semaine. Le thème choisi pour cette 25e manifestation englobe et se distingue tout à la fois de ses prédécesseurs parce qu'il les concerne tous et possède dans le même temps ses mécanismes propres. Avec cette suite de petits contes du monde que nous venons d'entendre, nous voici immergés dans le mécanisme propre au patrimoine immatériel, à la fois spectateurs et acteurs de la mémoire dont nous sommes tous porteurs. Matériel d'un côté, immatériel de l'autre, cet unique patrimoine qui nous habite et que nous habitons depuis le jour de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, est ancré au plus profond de notre être. Un peu comme M. Jourdain de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, tout au long de cette université, nous allons vivre de cette complexité en essayant d'en décortiquer les instruments. Et tout d'abord, pourquoi vouloir traiter du patrimoine immatériel ? M. Goïti-Solo nous a expliqué qu'il avait soufflé ce thème en de bonnes oreilles l'an passé et que l'idée avait été heureusement reprise. Mais je dirais que cela relevait d'une certaine évidence et que vous avez, Monsieur le Président, joué le rôle de révélateur. En effet, après avoir traité de la création artistique en 2000, puis de la pluralité des langues, de la globalisation, du patrimoine naturel et culturel, de la place de l'individu dans la société, des grandeurs et misères du XXe siècle, de l'immigration comme opportunité et enfin l'an passé de l'égalité des sexes, nous abordons le patrimoine immatériel comme âme de l'humanité. On peut dire que nous nous inscrivons dans une remarquable continuité.
Et puis, probablement parce que ce pays qui nous accueille aujourd'hui se pose plus que jamais la question de son identité, de la préservation et du renforcement de son âme, du cœur de ce qui constitue l'identité nationale. Je prends pour exemple les réflexions en cours sur la création d'un musée national andorran. En effet, qu'est-ce qui, mieux que les manifestations de la culture, peut nous permettre d'approcher ces notions, de donner du sens à la fois à la conservation des témoignages les plus remarquables du passé, mais aussi à la recherche de ce qui forme les valeurs communes du pays pour demain. Faire le tri chaque jour de ce qu'il faut garder comme témoignage irremplaçable de la production de nos ancêtres, de ce que l'on peut se permettre de supprimer irrémédiablement pour bâtir l'avenir, implique que l'on se reconnaisse dans un système de valeurs collectifs qui permettent de distinguer le superflu de l'essentiel. Et dans un pays qui, comme le rappelait Monsieur le ministre, compte 83 000 habitants, plus de 85 nationalités représentées, possède 3 systèmes d'enseignement publics et gratuits, mais avec seulement 7% de la population qui est native de cette terre depuis plusieurs générations, on peut comprendre que cette question figure au centre des préoccupations des décideurs de ces choix et prenne valeur d'exemple pour d'autres pays. Lorsque l'UNESCO, en 2003, concrétise les réflexions engagées depuis plus de 30 ans sur la place du patrimoine immatériel dans les cultures locales et les échanges mondiaux, la définition qu'il donne de ce patrimoine mérite que l'on s'y attarde un instant pour mieux cerner le concept. Ah, je regrette qu'il n'y ait pas la diapositive. Je vais vous lire cette définition. On entend par patrimoine culturel immatériel de l'humanité les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect et la diversité culturelle de la créativité humaine. Pour nous guider un peu plus, l'UNESCO ajoute une liste des manifestations de ce patrimoine. On y retrouve pêle-mêle les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. J'ai tenu à vous lire cette citation, qui est un peu longue et très technique, et je m'en excuse auprès de vous, mais il me semble qu'elle constitue une sorte de préambule obligatoire à nos échanges et pose bien à la fois la richesse et les limites de l'exercice que nous allons conduire ensemble. Richesse, parce qu'elle concerne pratiquement toutes les manifestations de l'expression humaine, dans toute leur générosité, sans distinction de temps et d'espace. Limite, parce qu'on ne peut prétendre, en quelques séances de travail, embrasser la totalité de la matière qui s'offre à nous. En fait, et c'est une interprétation plus personnelle, la définition de l'UNESCO agit un peu comme l'indicateur d'un patrimoine qui serait la boussole d'une société, sans laquelle les membres de celle-ci ne sauraient ni d'où ils viennent, ni où ils vont. J'observe également que le patrimoine immatériel, tel qu'il est évoqué, se caractérise par son mode de transmission que l'on désigne comme la tradition. Et la tradition, c'est ce qui, d'un passé, persiste dans le présent, où elle est transmise et demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, vont la transmettre à ceux qui les suivent. Le Corbusier, grand architecte du début du XXe siècle, disait « La tradition est la chaîne